Salut tout le monde! Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler d'un animal mythique très connu dans le monde entier et qui fascine toujours autant de nos jours dans le cinéma. Le loup-garou, du mythe à la réalité. Alors, la transformation s'appelle lycanthropie, qui dérive du grec lycanthropos, qui signifie homme-loup ou loup-garou. Le nom de lycanthrope est apparu au XVIIe siècle. Le loup-garou est donc aussi appelé lycanthrope. Cette croyance remonte à la période antique. Voyons maintenant les caractéristiques du loup-garou. C'est un homme qui se transforme en loup la nuit et erre dans les campagnes. Les loups-garous en forme humaine ont des singularités comme par exemple un monosourcil. Ces personnes vont se transformer à la pleine lune contre leur gré. Mais il faut savoir que la transformation à la pleine lune est arrivée avec le cinéma. À l'origine, les loups-garous étaient considérés comme une possession. Alors, leur métamorphose va être soit mi-homme, mi-loup, soit complètement en loup. Leur apparence varie selon les croyances et les époques. Sa représentation la plus connue aujourd'hui le représente avec une grande gueule, des yeux étincelants et des dents crochues. C'est une créature féroce, agile et rusée, ayant des capacités de l'homme et du loup. Il adore la chair fraîche. Il chasse, dévorant hommes et animaux avec une préférence pour les enfants. Le matin, en reprenant forme humaine, il ne se rappelle généralement plus de rien. Quelles sont les causes de cette transformation ? Elle varie selon les époques. Pour devenir un loup-garou, la plus populaire est la morsure. Mais il faut savoir que cette transmission est propre au cinéma américain. La transformation est involontaire, et la nuit tombée, ils deviennent une bête féroce qui ne se contrôle pas. La transformation est très douloureuse, et le matin, quand il se réveille, il ne se rappelle plus de rien. On peut aussi se transformer en faisant un pacte avec le diable, en lui demandant de nous changer en loup. Ceux-ci sont lucides pendant leur transformation et peuvent se transformer n'importe quand sans être contraints à la nuit de pleine lune. Ou encore, si la lune brille directement sur votre visage, vous pouvez devenir un loup-garou. Par hérédité aussi. Ou cela peut être aussi grâce à des pouvoirs magiques. Sa métamorphose est temporaire ou définitive. Les premiers écrits évoquant des hommes pouvant se transformer en loup sont retrouvés dès le 5e siècle avant Jésus-Christ par Hérodote. Il écrit qu'une race d'hommes vivant au bord de la mer Noire était capable de se métamorphoser en loup par des pratiques magiques. Et le premier terme de loup-garou est retrouvé au XIIe siècle dans les écrits de Guillaume de Palerme, dont le loup-garou est son personnage principal. Quant à l'Église catholique, pour pas changer, il voit dans la lycanthropie une diabolisation et elle est considérée comme un acte hérétique. Saint Augustin évoque dans son ouvrage La Cité de Dieu la transformation en loup comme une œuvre de Satan. On le retrouve aussi dans les poèmes, comme celui de Virgile où il fait mention dans un de ses poèmes d'un loup-garou. Morius m'a fait connaître les végétaux puissants, ces poisons ramassés près de la mer Noire, et j'ai souvent vu, par leur vertu, Morius se changer en loup et s'enfoncer dans les bois. Les Ovides rapportent l'histoire de loup-garou à l'Antiquité grecque. C'est l'histoire de Zeus, du roi Lycaon d'Arcadie et de ses 50 fils. Un jour, Zeus leur rendit visite sous l'aspect d'un pauvre hère. Lycaon, par cruauté, fait tuer un jeune enfant et le fait servir à Zeus en menu. Mais Zeus sut ce que le roi avait fait et repoussa le repas servi. Et pour les punir, il foudroya tous les fils de Lycaon et transforma le roi en loup. Que s'est-il passé en France ? Les histoires remontent à plus de 10 siècles. Le peuple croyait à l'existence des loups-garous. Au XVIe siècle, des chasses aux sorcières et aux loups-garous sont menées. Les procès contre les loups-garous se multiplient en France et le juge le plus célèbre spécialisé dans les affaires de loups-garous est le juge Henri Boguet. Magistrat du Jura, il se vante d'avoir condamné au bûcher pas moins de 600 lycanthropes entre 1598 et 1616. Concernant le procès de loup-garou le plus célèbre, c'est celui de Gilles Garnier, originaire de Lyon. Tout commença quand plusieurs témoins affirma avoir aperçu un loup-garou attaquer les victimes. Le Parlement local décida alors d'effectuer une battue pour trouver la créature. Pendant cette battue, Gilles Garnier a été surpris en train de dévorer un enfant. Et il aurait dévoré des enfants dans la région de Dole,
de 1570 à 1573. Puis venu le dernier grand procès de loup-garou. C'est celui de Jean Grenier, un jeune garçon de 14 ans, en 1603. Plusieurs enfants avaient été blessés, tués et même mangés par les bêtes. Et l'une d'entre elles a été assaillie par une créature qui avait la forme d'un loup. Jean Grenier se vantait d'être l'auteur de ces actes. Il affirmait avoir agressé la jeune fille et dévoré plusieurs enfants quand elle se transformait en loup. Oui, parce qu'en fait, il se revêtait d'une peau de loup pour les agresser. Jean Grenier a été arrêté et une enquête fut lancée et après les dires de l'accusé et plusieurs témoignages les confirmant, il fut condamné à être emprisonné dans un monastère. Voilà, ce fut le dernier procès de lycanthrope et le tribunal rapproche la lycanthropie à une maladie mentale, mais secondaire à l'œuvre du diable. Oui, car la lycanthropie est désignée comme une vraie maladie mentale dès le 2e siècle après Jésus-Christ. C'est des personnes qui sont persuadées de se transformer en loup, qui vont avoir des actes de cruauté et de cannibalisme, comme vous avez pu le voir. Mais si on se retrouve devant un vrai loup-garou, comment on fait pour les tuer? Ah, il y a plusieurs manières de les tuer qui varient selon le temps. La plus connue et la plus récente est la balle en argent, mais il faut quand même le toucher dans un endroit mortel, car sinon il aura seulement une grave blessure. Et ça, on le voit très bien dans les films. Il y a aussi deux autres façons très efficaces de tuer un loup-garou, la décapitation et le brûler. On peut aussi utiliser des poignards en argent, de l'eau bénite ou un crucifix. Mais vu qu'à l'origine on pensait que c'était une possession, on les soignait par l'exorcisme. Un fait surprenant, quand un loup-garou meurt, il reprend presque immédiatement sa forme humaine. Et c'est la même chose pour un membre sectionné, le membre redevient de forme humaine. Bon, maintenant voyons une histoire très connue sur le loup-garou, la bête du Gévaudan. Cette créature a semé la terreur sur la Lozère pendant 3 ans, de juin 1764 à juin 1767, où des centaines de personnes ont été tuées. Le Gévaudan est une ancienne province située en Auvergne. De nos jours, elle est rattachée à la Lozère. À cette époque, le Gévaudan se composait essentiellement de prairies et de landes. Des loups y vivaient et parfois il y avait des attaques mortelles, mais ça ne gênait pas trop le peuple. Quand arriva ce jour de juin 1764, Jean Boulet, bergère âgée de 14 ans, garde son troupeau tranquillement dans les vallées du Gévaudan. Mais quelques heures plus tard, on la retrouve gravement mutilée. À cette époque, il n'était pas rare que les enfants conduisent les troupeaux et les loups faisaient partie des menaces. Mais les victimes s'accumulent. Elles sont retrouvées gravement blessées, démembrées et même décapitées. Et les habitants pensaient que l'animal était beaucoup plus féroce qu'un loup ordinaire. Et la rumeur qu'un loup-garou rôdait commence à s'installer. Et cette créature est appelée la bête. Donc la bête du Gévaudan fera des centaines de victimes durant 3 années. Et bien sûr, malheureusement, l'homme a tué des centaines de loups dans le Gévaudan. En 1764, le bruit de la bête du Gévaudan se répand dans toute la France grâce aux journaux et le mystère devient une obsession nationale. Le roi Louis XV envoie son garde du corps François-Antoine le 21 septembre 1765 et avec ses hommes, il tue un grand loup et ramène la dépouille à Versailles. Ils pensaient qu'ils avaient réussi à tuer la bête du Gévaudan, mais quelques mois plus tard, les massacres recommencent. De 1765 à 1767, on comptera une trentaine de victimes. En 1767, Jean Castel, un chasseur, abat une créature qui ne ressemble pas tout à fait à un loup. Il avait une tête hideuse et un manteau rouge, blanc et gris, que les chasseurs n'avaient jamais observé chez un loup. Il y a plusieurs hypothèses concernant ces massacres. Bien sûr, celle d'un loup-garou, mais aussi celle d'un tueur en série avec son animal, ou encore certains suggèrent que la créature était une hyène. Un biologiste émet l'hypothèse que la bête du Gévaudan aurait été un jeune lion qui se serait échappé, et dont la crinière, pas encore bien poussée, aurait pu sembler étrange aux habitants des zones rurales. Quant à l'historien J.M. Smith, sa théorie est que la bête du Gévaudan serait un groupe de grands loups. Il y a aussi une théorie qui dit que la bête du Gévaudan serait un tueur en série déguisé en loup pour faire croire que les massacres sont faits par un animal. Voilà pour l'histoire. Maintenant, on retrouve le loup-garou dans la culture populaire, comme dans la littérature avec L'année du loup-garou de Stephen King de 1983.
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban de J.K. Rowling en 1999. Twilight de Stephenie Meyer en 2005. On le retrouve aussi au cinéma avec par exemple Le Monstre de Londres de Stuart Walker en 1935, The Wolfman de George Wagner en 1941, Wolf de Mike Nichols en 1994, Underworld de Len Wiseman en 2003, Van Helsing de Stephen Sommers en 2004, l'adaptation du livre Twilight sorti en 2008, l'adaptation du livre de J.K. Rowling, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban sorti en 2004. On retrouve aussi la créature dans les séries comme La malédiction du loup-garou, série américaine d'une saison débutée en 1987. Being Human, La confrérie de l'étrange, série britannique débutée en 2008. Teen Wolf, série américaine débutée en 2011. Buffy contre les vampires, série américaine qui a débuté en 1997 où le loup-garou est interprété par le personnage d'Oz durant quelques saisons. On le retrouve aussi dans les bandes dessinées comme Garou de Jean-Charles Gaudin en 1999 avec 5 tomes. Le chasseur de Voirloup de Ronnie G. Martin et d'Alain Richard en 1986. Ou dans les jeux vidéo comme les Sims 4 Loup-garou sorti en 2022. Bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et bien sûr le pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye!